Un expert comptable, c'est plus qu'un prestataire, parce que le but, c'est qu'il vous suive après dans votre société. Ça va être vraiment un partenaire. Il faut que ce soit un partenaire, parce que c'est lui qui va vous donner les clés de développement, etc. Ça, je pense que c'est très important. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés du Gîte. Je m'appelle Laura et il y a 2 ans, j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast, afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Si vous demandez à ma comptable si je suis une bonne élève, elle risque de grimacer. Et elle aura bien raison. J'en profite pour la remercier pour tout le soutien et l'aide qu'elle m'apporte au quotidien. Et c'est parce que je ne pense pas être la seule à être réfractaire à la comptabilité que j'avais à cœur de vous proposer un épisode dédié à cette thématique. C'est avec plaisir que j'ai pu échanger avec Marion Bonzo-Malaisé, expert comptable à Toulouse. Marion rend accessible à tous les termes comme seuil de rentabilité, prévisionnel ou déclaration fiscale. J'espère que cet épisode vous apportera les clés pour révéler le comptable qui sommeille en vous. Bonne écoute à tous. Bonjour Marion et bienvenue dans le podcast Les Clés du Gîte. Je suis très heureuse de t'accueillir pour parler de la bête noire de beaucoup d'entre nous, la comptabilité. Donc tu es expert comptable sur Toulouse, tu as créé un cabinet de conseil et d'expertise comptable, le cabinet L. Pour ma part, j'ai beau avoir étudié les bases de la gestion lors de mes études, c'est un sujet encore très complexe. Alors j'ai sorti mon stylo, mon bloc-notes pour rattraper mon retard. Pour commencer, peux-tu te présenter, nous parler de ton parcours et du cabinet L, s'il te plaît? Oui, bonjour Laura, je suis ravie d'être avec toi ce matin. Alors moi, c'est Marion, du coup, comme tu l'as dit. J'ai monté mon cabinet, le cabinet L, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. En fait, moi, l'idée, j'ai fait 10 ans en cabinet, en fait, à Paris avant de créer mon propre cabinet, et j'avais vraiment envie de faire un cabinet avec mes valeurs, d'exercer ce métier qui est un métier formidable et qui est très mal vu, hein, et on n'a pas une belle image, les experts comptables, mais qui est un métier à forte valeur ajoutée quand on l'exerce bien, selon moi. Et du coup, voilà, j'avais envie de faire mon propre cabinet. Alors, c'est un peu naturellement que je me suis spécialisée, en fait, pour les femmes entrepreneurs. Elles viennent plus facilement vers moi et moi vers elles, puisqu'en fait, on connaît les mêmes problématiques, qui sont pas toujours les mêmes qu'avec les hommes. Mais voilà, j'ai créé mon cabinet en plein cœur de Toulouse depuis plus de 2 ans et j'ai principalement des clientes femmes. Voilà. Super. Alors, je t'ai envoyé une liste de questions très longue et découpée en 3 parties. Tout d'abord, le projet, puis l'immatriculation et enfin la gestion de son activité. Alors, l'idée n'est pas de détailler parfaitement tout le parcours de création, mais de répondre aux questions les plus récurrentes et d'aider les porteurs de projets à monter leur propre business plan. La 3e partie sera quant à elle, à mon avis, très utile également pour les entrepreneurs déjà installés. Donc, allez, c'est parti pour la première question. Comment déterminer la faisabilité de son projet? Alors c'est une très bonne question et c'est très important de se la poser même, si on a un statut de micro-entrepreneur. C'est toujours important de se poser cette question, déjà pour nous, pour voir si, ce qu'on a l'intention de faire, comme tu dis, dans la question, si c'est faisable, si c'est rentable et si on pourra vivre de ça après. Alors on détermine la faisabilité du projet en faisant un business plan. Un business plan, c'est un document en fait qui va, traduire, l'activité qu'on va avoir, qu'on va avoir. Donc c'est-à-dire le chiffre d'affaires qu'on va générer et les charges qui vont devoir être payées pour, pouvoir réaliser ce chiffre d'affaires. Donc déjà, un premier point, c'est d'être sûr que le chiffre d'affaires va couvrir entièrement ses charges. Si c'est pas le cas, ça veut dire que le projet n'est pas rentable et que du coup, vaut mieux pas le faire. Alors que faut-il réunir comme, données, comme informations pour établir son prévisionnel financier, pardon? Alors, pour déterminer son prévisionnel, en fait, on va avoir une partie où on va déterminer toutes ses charges, qui est finalement un peu la partie plus facile à réaliser puisqu'on peut demander des devis, on peut avoir facilement le prix du loyer, par exemple, de l'électricité et cetera.
Et l'autre partie qui est vraiment plus difficile selon moi, c'est de déterminer son prix de vente, pour son service ou le produit proposé et la quantité. Donc ça, c'est vraiment toujours ce qui pose problème aux entrepreneurs parce qu'on a toujours du mal à se projeter. Donc vraiment un prévisionnel, il faut se mettre bien ça dans la tête, on part toujours d'hypothèses, on va se projeter. Donc il faut y aller quitte à faire plusieurs hypothèses, une hypothèse basse ou haute pour avoir vraiment les 2 cas de figure. Dans notre cas, pour, les créateurs de gîtes et chambres d'hôtes, ça va être peut-être, effectivement, comme tu l'as dit, faire des hypothèses hautes et basses sur un taux de remplissage plus ou moins important et du coup, une rentrée d'argent, plus ou moins conséquente, mais qu'on pourra valoriser par rapport à ses charges. Exactement. En fait, le but de faire une hypothèse basse et haute, c'est que même dans l'hypothèse basse, on arrive au moins à, couvrir toutes ses charges pour pas être en déficit et pour pouvoir, survivre, en fait, tout simplement. Oui, effectivement, sinon on fait face à l'infaisabilité de son projet. Exactement, voilà, tout simplement. Si on n'arrive pas à payer ses charges, forcément, il y a un moment donné où ça va plus le faire. Alors, pas de panique au début, en début d'exercice, c'est normal d'avoir plus de charges et très peu de chiffre d'affaires puisqu'on n'a pas encore prospecté et cetera. Mais c'est pour ça qu'un prévisionnel se fait souvent sur 3 ans. Il faut qu'au bout de ces 3 ans quand même, là, effectivement, il y ait vraiment un gain notable, quoi. Il faut qu'on montre, qu'à partir de la troisième année, on passe peut-être au positif si c'était pas le cas sur les 2 années précédentes, qu'on peut se dégager un salaire et cetera, quoi. Exactement, voilà. Lorsque, le lancement de l'activité nécessite, l'emprunt auprès d'une banque, quel pourcentage doit représenter notre apport selon le montant global de l'emprunt? Souvent on dit que c'est 30. En professionnel, au final, c'est souvent moins. Moi, typiquement, j'ai plein de clients qui ont obtenu des prêts, par exemple, à 40 000 € et qui n'avaient mis un capital que de 7 000 €. Donc, c'est au-delà du pourcentage d'apport qu'on a mis, nous, perso, c'est vraiment aussi, une étude de la faisabilité du projet, justement, du business plan, qui va déterminer le montant, que l'on peut demander, pour un emprunt. Est-ce que tu aurais des conseils sur la meilleure façon pour démarcher les banques, justement pour faire la demande d'emprunt? Oui, alors, donc déjà, c'est vraiment une étape obligatoire d'avoir un prévisionnel, qui est, attesté par un expert comptable. En général, les banques ne regardent même pas les dossiers s'il y a pas ce document. Après, très peu de gens le savent, mais pour un prêt qui est, inférieur ou égal à 50 000 €, donc ça peut déjà être pas mal, l'ordre des experts comptables a un site en ligne qui permet de faire des demandes de prêts simplifiées. C'est-à-dire qu'on fait des demandes, alors il faut passer par un expert comptable évidemment, mais on fait des demandes, directement sur un site dédié à l'ordre des experts comptables et les banques, doivent répondre dans les 15 jours. Doivent, négativement ou positivement, mais elles doivent répondre dans les 15 jours, avoir étudié le dossier et donc ça, c'est pour les petits prêts de moins de 50 000 €. En fait, c'est, une sorte de plateforme où ça, envoie à toutes les banques? Alors, non, il faut déterminer 3 banques avec qui on veut Faut les sélectionner? Ouais, exactement, d'accord. voilà. Donc c'est important de bien sélectionner avant. Alors ça n'empêche pas, par ailleurs, quand même d'aller démarcher d'autres banques, en physique quoi ou par téléphone. Mais ça, c'est vraiment un site qui permet, d'obtenir un prêt plus facilement, plus rapidement en tout cas. Voilà, donc il OK. y a ça et pour les méthodes un peu plus classiques de prendre rendez-vous, avec une banque, c'est hyper important donc d'avoir bien travaillé son prévisionnel avec son expert comptable et d'être vraiment, alors l'expert comptable peut accompagner aussi si vous le enfin si on le souhaite, les clients, à leur banque. Mais il faut vraiment que, déjà que toi tu crois en ton projet et il faut pas hésiter à bien répéter pour avoir un pitch bien fait et C'est un voilà, entretien, hein, exactement. il faut se vendre, il faut vendre son projet, quoi. Là, il faut y croire, d'ailleurs si on n'y croit pas, il faut pas le faire. Mais, en tout cas, il faut vraiment donner à l'interlocuteur l'envie d'aller plus loin et de lui dire que finalement c'est vous qui lui rendez un service, d'être dans sa banque et pas l'inverse. Quand il y a un achat justement et une demande d'emprunt, est-ce qu'il est, préférable de le faire en tant que professionnel ou plutôt en statut particulier?
Ça dépend, j'imagine, si c'est, l'achat d'un bien, si c'est juste une extension, des travaux, des choses comme ça peut-être? Oui, alors effectivement, ça va vraiment dépendre du projet, que qu'on a. Souvent les prêts accordés aux sociétés sont plus faciles. Après ça dépend aussi du patrimoine perso que tu as déjà. En fait, ça c'est au cas par cas, si selon tes revenus déjà, enfin voilà, c'est vraiment à étudier au cas par cas. Mais les prêts bancaires, sont plus facilement élevés aussi aux sociétés. Pour faire appel à un expert comptable, donc dès l'élaboration de ce business plan, quel budget il faut qu'on prévoit à peu près? Alors, ça, chaque cabinet, du coup, a sa propre, méthode de tarification. Il y en a qui le font au forfait, d'autres au temps passé. C'est-à-dire que vraiment, ils vont calculer tout le temps qu'ils ont passé sur le dossier. Après, il faut compter, je pense, enfin, remarque, sur certains grands cabinets, ça peut être, très cher, mais je dirais une enveloppe de entre 500 et 1 000 € hors taxes. Ça dépend, c'est pareil, ça dépend du projet. Si c'est quelqu'un, qui est seul ou combien il y a d'associés, enfin voilà, ça va vraiment dépendre aussi du volume du projet. N'hésitez pas à demander plusieurs devis. Oui, non, tu as raison, il faut contacter aussi plusieurs professionnels et bah, comme on le ferait pour des artisans d'ailleurs. Exactement, voilà, et il y a le prix et il y a aussi, l'entente avec l'expert comptable. Il faut vraiment, je trouve, parce qu'un expert comptable, c'est plus qu'un prestataire, ça va être vraiment un parce que le but, c'est qu'il vous suive après dans votre société. Ça va être vraiment un partenaire. Il faut que ce soit un partenaire parce que c'est lui qui va vous donner les clés, de développement et cetera. Donc si vous le sentez pas trop, c'est peut-être pas la peine, enfin, voilà, je pense que c'est très important. Oui, il y a une histoire de feeling aussi effectivement, on va être amené à travailler, déjà dans des choses assez personnelles aussi puisqu'on dévoile son patrimoine, sa façon de gérer les choses et cetera donc il faut qu'on soit à l'aise et qu'il y ait pas de qu'on puisse travailler en toute transparence. Exactement, en toute transparence et qu'on n'ait pas peur de poser des questions, idiotes. De toute façon, il y en a pas des questions idiotes, mais voilà, être vraiment à l'aise et confiant, quoi. Est-ce qu'on peut demander des aides, des subventions ou autres, dès le début d'un projet? Oui, alors il existe plusieurs types d'aides. Il y a déjà ce qu'on appelle le prêt d'honneur. Donc ça, c'est un prêt, en fait, qui va être fait à taux zéro. Il faut que le projet ait quand même une dimension, soit sociétale, soit de développement durable. Enfin voilà, il faut qu'il y ait quand même un sens, toutes les activités ne peuvent pas être prises en compte. Donc il y a ce genre de choses, les prêts d'honneur. Donc c'est pareil, c'est à demander, il faut présenter un prévisionnel. Donc c'est le business plan, c'est pareil que le prévisionnel, hein. C'est vraiment un élément qui est indispensable si on veut demander des financements externes. Ça, c'est sûr que c'est vraiment indispensable. Après, il y a tout ce qui est, on le sait pas trop, mais il y a aussi les concours, qui existent, des concours d'entreprises privées, donc avec, des belles sommes, à la clé parfois, et effectivement, ce sont des prix, qui sont pas négligeables, hein, parce que ce sont des belles sommes qui permettent de se développer. Bon, après, on passe devant un jury et cetera, hein. Il y a quand même des étapes, assez importantes et qui peuvent être un peu stressantes aussi, quand on n'a pas forcément l'habitude de parler en public, et tout ça. Mais il y a plein de concours, d'entreprises privées aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des subventions publiques aussi, de la région, de la BPI. La BPI, propose pas mal aussi de subventions. Il faut voir, ils ont plein de types de subventions. Il faut voir dans laquelle on remplit les conditions. Et l'expert comptable peut nous aider à À trouver rechercher des justement Oui, pour les aides parce qu'effectivement nous passer des heures sur internet, c'est possible mais si on oui, peut avoir, et oui, et c'est ça, et puis parfois c'est un peu flou, où on se perd sous les infos. oui, les critères d'éligibilité qui fou là Exactement, là, on n'y comprend plus rien. exactement. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. On sent mon Oui, vécu, j'ai fait oui, des c'est demandes ça, de on sent que subventions, tu peux pas. je le vis très mal. Ben oui, mais c'est vrai que c'est long, ça demande beaucoup d'énergie. Alors nous, on peut pas le faire à votre place, mais par contre, on peut vraiment vous guider. C'est le but, de vous guider sur la façon de faire, comment bien remplir les documents qui vous mettent à dispo, et cetera. C'est comme les prêts d'honneur, hein. On peut tout à fait, être là en appui, en support pour, vous montrer comment bien remplir un dossier et mettre, toutes les chances de son côté, quoi.
L'une des questions qui revient énormément aussi dans le montage de son projet, c'est la grille tarifaire. Parce qu'effectivement, on part de rien, on a du mal à savoir, quel prix on va pouvoir demander pour, une nuitée ou pour, la location du gîte pendant une semaine, des choses comme ça. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner sur le montage de cette grille tarifaire? Oui. Alors, donc là, on parle vraiment du prix de vente du produit ou du service qu'on va proposer. Effectivement, c'est ce que je disais en début là de podcast. En fait, c'est vraiment la partie la plus difficile à construire, parce que déjà, on a tendance quand même à se sous-estimer à chaque fois, au début. Oui. En fait, ce qui il y a plusieurs méthodes pour le déterminer et ce qui est bien, c'est de faire les plusieurs méthodes et de voir un peu le prix qui revient tout le temps. On peut le déterminer par rapport à un taux de marge qu'on s'est fixé, j'y reviendrai après, ou à un coût de revient, ou par rapport à la concurrence aussi. Et il y a aussi il faut quand même faire attention aux impacts, psychologiques. C'est-à-dire, les clients, ils vont, peut-être tiquer, passer, tu vois, il y a peut-être un peu des seuils de prix selon le produit ou le service que tu proposes. Il y a un seuil de prix qui, une fois dépassé, les clients vont dire: «Non, non, c'est vraiment trop cher, je le fais pas». Donc ça, il faut faire attention effectivement de pas trop le dépasser. On peut faire, mettre en place, par exemple, un questionnaire qu'on diffuse, à tout son entourage et plus si possible parce que son entourage n'est jamais Objectif? vraiment objectif. Voilà, souvent, ils ont tendance à dire: «Oui, oui, moi j'achèterai quoi qu'il arrive», voilà, c'est ça. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de faire passer le questionnaire à plein, plein de monde possible pour avoir une moyenne, la plus juste possible. À des personnes qui ont pas forcément les mêmes revenus, pas les mêmes habitudes de consommation et cetera aussi. Exactement, donc voilà, vraiment avoir un panel, en fait, un échantillonnage, très, très large, pour voir juste, à quel niveau ils sont jusqu'à quel niveau ils sont prêts à payer. Après, le prix de vente, de toute façon, il peut pas, on revient au coût de revient dont on parlait tout à l'heure. Il faut vraiment calculer toutes les charges qu'on va devoir payer parce que le prix de vente ne peut pas être inférieur si tu veux à ce coût, puisque sinon on va être déficitaire. Sinon c'est pas rentable. Donc il faut vraiment, fixer déjà son coût de revient et appliquer la marge qu'on souhaiterait avoir à ce coût, de revient. Est-ce que justement il faut, se verser un salaire dès le début dans notre prévisionnel? Ça change la donne, c'est clair. C'est clair, ça change la donne et puis en plus ça dépend de quel statut on a. Bon, mais ça on verra ça peut-être tout à l'heure. Alors ça dépend si tu as créé si tu as créé ton entreprise et que du coup tu as encore les allocations chômage. Disons que les banques acceptent le fait que la première année, par exemple, tu ne te rémunères pas puisque tu as ton revenu de chômage. Par contre, il faut, à partir de la deuxième année, là, se rémunérer parce que sinon c'est pas du tout, ça va pas être pris au sérieux puisqu'il faut un moment effectivement que tu arrives à te rémunérer sinon on laisse tomber, quoi. Oui, ça montre que l'entreprise est pas viable si on ne peut pas s'en dégager un salaire. C'est ça, ça veut dire qu'on pourra pas en vivre et du coup, comment on fait? Ouais. Donc ça dépend vraiment si tu touches pas le chômage, il faut pouvoir te verser un salaire, dès la première année. Donc ouais, ça effectivement, c'est à prendre en compte. Et est-ce que ça veut dire forcément un SMIC? Est-ce que ça veut dire 500 € par mois? Est-ce qu'on est un peu libre sur ce montant-là? Oui, tu es complètement libre. Après, il faut s'assurer que ce soit ton minimum, vital pour toi quand même. Voilà, il faut pas te mettre toi dans l'embarras. Et puis il faut pas que ce soit trop faible aussi, toujours pareil pour un peu une question de confiance des banques. Si elle voit que tu te payes 500 € par mois, elle va se dire: «Mais comment c'est possible de vivre avec ça?» Donc il faut quand même que ce soit, raisonnable. Mais après, c'est toi qui le fixes. Tu peux très bien, te mettre, 1 000 € ou 5 000, enfin voilà, selon ce que toi aussi tu as besoin ou envie. Alors on passe à la phase d'immatriculation. Comment choisir son statut juridique? Ça franchement, faut le dire, c'est quand même pas clair du tout, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Enfin, c'est clair. C'est clair pour moi, mais c'est pas grave, c'est vrai. Non, mais en fait, tu as raison de poser la question. Il y a plein de questions à se poser avant de choisir son statut, selon moi. Déjà, on va regarder la nature de l'activité, la nature de son projet.
Est-ce qu'on souhaite exercer seul ou à plusieurs? Ça aussi, ça va dépendre. Voici, est-ce que tu as envie d'avoir un associé ou pas? Est-ce que dans quelques années, tu aurais envie de faire rentrer quelqu'un avec toi? Quelles sont les envies et les perspectives de développement aussi? Tu vois, ça, c'est une question, est-ce qu'on a envie de rester, bah, voilà, tout seul à son compte, ça nous va bien comme ça? Ou alors est-ce qu'on a envie de vraiment de faire exploser son truc? Donc ça, c'est quand même des questions à se poser puisque le statut de l'entreprise, après va déterminer aussi si c'est possible ou pas de se développer et à quel point en tout cas. Après, il y a vraiment la question, est-ce qu'on a envie d'être le seul maître à bord? Est-ce qu'on veut être seul sur cette, société ou à plusieurs? Donc ça, forcément, si on veut être à plusieurs, il faut forcément créer une société. On ne pourra pas être en entreprise individuelle, tout simplement. Après, est-ce que mon activité est incompatible avec certains statuts? Moi, par exemple, en tant qu'expert comptable, j'ai pas le droit d'être, micro-entrepreneur, par exemple. Et dans le même sens, si, on projette un chiffre d'affaires, atteignant un certain seuil, ben, on pourra pas être en micro parce que, on prévoit de dépasser, les quotas de chiffre d'affaires aussi? Exactement, exactement. Il y a aussi, il faut se poser la question sur combien on a de dépenses. Est-ce qu'on a beaucoup de dépenses? Ou alors est-ce qu'on est en prestation de service pure et on a très peu de dépenses et que du chiffre d'affaires? Dans ce cas-là, c'est peut-être, mieux d'être en micro. À l'inverse, si on a plein d'investissements à faire, tu vois, je pense à toi notamment, si tu dois, bah, acheter, une maison, refaire toute la déco et cetera, tu vas avoir plein d'investissements. Du coup, pour toi, clairement, il faut que ce soit une société ou une entreprise individuelle, mais dans laquelle tu peux déduire les charges. Sinon, forcément, ça va pas être, rentable pour toi. Donc tout ça, effectivement, ce sont des questions à se poser. Il y a aussi le choix, du régime social. Ça, c'est vraiment très important. Est-ce que, parce que je ne sais pas si tu sais, mais en fait, selon le statut de société, tu n'as pas du tout la même, affiliation, bah, tu as pas du tout le même régime social. Par exemple, si tu fais une SAS, tu es assimilé salarié en tant que dirigeant. Donc tu vas payer beaucoup plus de cotises, mais par contre, tu vas être beaucoup plus couverte, il y a pas de secret, hein. Plus tu payes des cotisations et plus tu seras couverte, par la sécurité sociale, la retraite, la prévoyance. Et à l'inverse, en SARL, par exemple, tu n'as pas ce statut d'assimilé salarié, tu es un travailleur non salarié, donc tu payes moins de cotisations sociales, tu payes 45 environ. Mais par contre, tu es moins couverte. Donc en fait, ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Est-ce qu'on veut gagner plus en net, tout de suite ou enfin voilà, ça dépend vraiment, il y a plein de c'est pareil, c'est un peu au cas par cas aussi. Il y a plein de questions à se poser, Ça dépend de son patrimoine, si on est marié, si on veut engager, ben, effectivement ses biens personnels ou pas et faire une vraie distinction entre l'activité professionnelle et Complètement. Voilà, il y a ça aussi effectivement, c'était ce que j'allais te dire après. Il faut vraiment faire attention à ça aussi parce que si tu as du patrimoine perso, que tu n'as pas envie de, bah, de voir, attribuer à ton ouais voilà, à ton activité pro, il faut faire attention à ça aussi, oui. Oui, oui, tout à fait. Parce que quand on est en entreprise individuelle ou en micro-entreprise, en fait, on crée pas d'entreprise à part. Finalement, l'entreprise, c'est nous en personnel. Donc en fait, si alors maintenant il existe, des déclarations pour un peu limiter ça, mais si on engage des dettes et cetera, sur son entreprise individuelle, parfois le patrimoine perso peut être, mis en jeu. Donc ça, il faut faire attention, ouais. et en ce qui concerne l'activité de gîte ou de chambre d'hôte, est-ce qu'il y a un statut qui semble plus pertinent ou comme tu l'as dit, ça dépend vraiment au cas par cas de la situation de chacun? Oui, ça dépend au cas par cas. Après, comme je te le disais, typiquement, il faut que tu puisses, toi, déduire tes charges parce que tu vas en avoir plein. Donc, déjà d'office, il y a des régimes qu'on élimine tout de suite. Voilà. Micro-entrepreneur et cetera, pour toi, c'est vraiment pas valable. Quelles sont les démarches pour, créer son entreprise? Alors, bah, ça, c'est pareil. Tout dépend de quel type d'entreprise, on parle. Une société, forcément, ça a des coûts plus élevés et des démarches beaucoup plus importantes. Il faut faire des statuts, il faut les déposer au greffe du tribunal de commerce avec, tout un tas de documents administratifs. Ça, en général, c'est fait, par les experts comptables ou par les avocats. Donc ça va être vraiment en fait, dès que tu crées une société, si tu veux, ça a une lourdeur administrative
beaucoup plus importante, c'est vrai. En entreprise individuelle, c'est beaucoup plus simple. Micro-entreprise, alors là, c'est hyper simplifié. Tu vas te créer un compte d'auto-entrepreneur sur auto-entrepreneur.urssaf.fr, un truc comme ça. Et ça prend 10 minutes, allez. Allez, 15 minutes, on va dire. Et soyons pas trop. Et voilà, ça dépend vraiment, c'est pareil, ça dépend du statut que tu choisis. D'accord, et même si c'est, auto-entrepreneur et que c'est très facile, on peut quand même le faire avec son expert comptable juste pour être, rassuré et se dire Pour qu'on être sûr, on clique pas sur la case qui sur foire le tout. mauvais bouton. Oui, alors tout à fait. Moi, c'est marrant, oui, j'ai de plus en plus de micro-entrepreneurs, en fait, en clientèle, tout simplement parce que même si c'est hyper simple administrativement, elles aiment bien, suivre de plus près leur activité et justement, en fait, moi, je leur fais un petit signal d'alerte en leur disant: «Bah, tiens, là, en fait, tu as pas mal de charges, ce serait peut-être plus rentable pour toi que tu sois dans un autre statut». Donc il y a vraiment, enfin elles aiment bien voilà suivre un petit peu, je dis «elles» parce que c'est plutôt des femmes, heu, mais elles aiment bien voilà avoir un suivi, vraiment important, même si administrativement il y a pas grand chose à faire. Mais effectivement, c'est de plus en plus courant, oui. Donc même si on est en micro-entreprise, vous pouvez être suivi par un expert comptable si vous avez envie. Est-ce qu'on peut basculer d'un statut à un autre? Oui, complètement. C'est souvent le cas. D'ailleurs, souvent, en fait, on commence en micro-entrepreneur, ça dépend des activités, hein, mais quand on est en prestation de service, par exemple, et finalement, ça marche bien, on dépasse les seuils de chiffre d'affaires autorisés et cetera et du coup, on se transforme un peu automatiquement en entreprise individuelle, au réel. Ça veut dire qu'on peut déduire les charges. Mais par contre, on peut à tout moment, décider de: «Bah, non, tiens, ce statut-là, il est plus du tout rentable pour moi, je vais changer». Donc on fait soit on crée une société, si on n'en avait pas déjà une, soit on modifie carrément le statut. Oui, un choix n'est pas fait, à vie et on est, coincé dedans alors que notre situation évolue, pas du tout. On peut tout à fait, réévaluer à chaque fois qu'effectivement notre situation personnelle ou même professionnelle évolue, le Exactement statut. OK. et c'est même important d'ailleurs d'y penser de temps en temps. De juste voir si ce statut-là est encore rentable par rapport au début ou notre situation a peut-être changé. Ouais. Sur quel point on n'a vraiment pas le droit à l'erreur? Encore une fois, ça va dépendre, des statuts. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand même maintenant, ils ont les impôts notamment ont fait un site, alors j'ai plus l'adresse en tête, mais qui s'appelle justement «Droit à l'erreur». Ah génial, beh, je regarderai ça, ouais. Ouais, franchement, allez voir parce qu'en fait, ça assouplit vraiment et ça va déstresser tout le monde parce que je sais qu'il y a une phobie administrative là-dessus. En général, ouais, ouais, ça plaît à personne, mais on c'est en fait, ils ont assoupli, tout ça pour dire que maintenant on a le droit à l'erreur. C'est normal, c'est humain de se tromper tant qu'on est de bonne foi, en fait. Il faut juste pas l'avoir fait, consciemment. Alors sur quel point on n'a pas le droit à l'erreur vraiment? Selon moi, c'est toutes les déclarations qui vont, concerner les cotisations sociales. En micro-entreprise, par exemple, il faut déclarer tous les mois ou tous les trimestres, combien on a touché de chiffre d'affaires, combien on a encaissé. Donc ça, pour moi, c'est hyper important de bien respecter ça et de mettre le bon chiffre d'affaires parce qu'en cas de contrôle, c'est pas top et aussi parce que souvent on a envie de déclarer moins que ce qu'on touche, sauf que tout ce qu'on ne déclare pas et ça, c'est pareil pour une société ou en fait, ça ne va pas compter, dans nos prestations sociales, c'est-à-dire dans nos droits à la retraite, dans nos droits au congé maternité pour les femmes. Donc c'est un truc qu'on ne sait pas forcément, mais il faut des cotisations minimum, par exemple pour toucher le congé mat en tant qu'indépendante. Donc ça, c'est très important de pas dévaloriser en fait, ce qu'on touche vraiment et les cotisations sociales à payer. Je sais que c'est pas ça ça ennuie plusieurs personnes de payer des cotisations sociales, mais c'est pas pour rien. Et juste un autre petit point, auquel on n'est pas forcément au courant, on en parle beaucoup dans nos formations à Glow Up, mais on n'est pas couverte tout le temps par la prévoyance. La prévoyance, c'est un régime qui nous aide quand on a un accident ou qu'on ne peut plus travailler pendant longtemps. Attention, si on n'a pas de prévoyance, en gros, on ne touche plus rien. Donc ça peut être, enfin, il faut faire c'est une zone d'attention selon moi aussi, bien regarder ce qu'on a en prévoyance. Voilà.
On passe à la troisième partie, bah, finalement tout se passe bien, Ouais, hein. ça va vite. Alors c'est plus sur la performance d'activité, le suivi d'activité, au quotidien. À quoi faut-il veiller justement? Alors, selon moi, ce qui est le plus important pour un entrepreneur, au-delà du résultat, du bilan, qui là est plus la responsabilité de l'expert comptable, je pense qu'il faut vraiment suivre sa trésorerie, de façon très fréquente, on va dire. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui fait vivre l'entrepreneur au quotidien. Hem, voilà, il faut pas avoir peur d'aller voir son compte en banque souvent quand on est à son compte. Moi j'ai tendance, j'avoue, des fois je fais l'autruche quand je sais que c'est pas que ça va pas me faire plaisir, beh, je préfère ne pas aller voir. Mais oui, mais je comprends. Mais c'est complètement humain, hein, de faire ça. Mais du coup, ouais, c'est vraiment il faut essayer d'attaquer le problème et de se dire: «Bon, OK, là, dans 2 semaines, ça va être compliqué, comment on fait? Est-ce que je remets de l'argent perso? Est-ce que je demande un prêt, supplémentaire?» Voilà, mais il faut essayer de se confronter à ça, ne serait-ce que pour dormir la nuit aussi. Voilà, donc c'est vraiment à ça et je pense que le suivi de la trésorerie est très important parce que c'est ça qui vous dit si vous pouvez encore payer les charges et faire face aux prochaines, échéances, pardon. Quels sont les documents qu'il faut obligatoirement conserver? Alors, bah, déjà tout ce qui est facture, on a un devoir de conservation des factures. Hem, Après moi je conseille de toute façon maintenant, moi par exemple je travaille qu'avec de l'informatisé, enfin du digital, donc je reçois plus du tout c'est plus du tout, à l'ancienne, les cabinets d'experts 15 comptables 000 ouais voilà, classeurs c'est derrière ça, non pas toi. du tout. Moi je fais tout, en ligne, enfin sur internet et tout. Donc je conseille toujours de les scanner, de toute façon, les factures papier et de conserver, en fait, dans un dossier, numérique, du coup, quitte à en faire une sauvegarde sur un disque dur externe ou un truc comme ça. Voilà, de bien garder ça, toutes les factures, tous les courriers aussi qu'on reçoit des impôts ou voilà. Si jamais il y a, une demande par la suite, au moins on a tout le suivi, On peut retracer, ouais. OK. exactement. Alors, en parlant de factures, il faut faire très attention quand on crée son entreprise. Il y a énormément de factures qui sont fausses, ou des mails frauduleux qui vont demander à payer, telle ou telle charge alors qu'en fait c'est pas vrai du tout. Notamment alors souvent notamment on reçoit des factures, genre, si vous voulez votre numéro intracommunautaire, il faut payer, tant, 200 €, 300 €. Donc sachez que ça, vous obtenez un numéro de TVA gratuitement, jamais c'est payant. Il faut faire très attention à ça parce que j'ai beaucoup, beaucoup de clients qui se sont fait avoir. Il faut pas hésiter à demander justement à votre expert comptable, vous lui envoyez la copie en disant: «Ça c'est quoi?» Enfin voilà, vraiment il faut faire attention. Ne pas payer n'importe quoi. En ce qui concerne notre clientèle, quels sont les documents qu'il nous faut absolument leur fournir? Bah, déjà, les conditions générales de vente, ça c'est vraiment très important. Ça, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Donc fournir une facture, ça c'est sûr, avec les conditions générales de vente, Est-ce que dans notre cas, par exemple, nous donc on fait des contrats de location, on les accompagne des conditions générales de vente. Est-ce qu'il nous faut quand même faire une facture à la fin du séjour du locataire, par exemple? Ou est-ce que le contrat, peut faire office de facture? Ou est-ce que c'est vraiment, indispensable? oui, de toute façon, il vaut mieux faire une facture pour, la compta déjà. Tu n'es pas obligé de le donner si c'est un client en fait, si c'est un client particulier, tu n'es pas obligé de lui donner la facture, sauf s'il le demande et par contre, si c'est un client professionnel, si un jour, vous accueillez une entreprise, ou un truc comme ça, il faut, de toute façon fournir la facture obligatoirement. Est-ce qu'il y a des mentions obligatoires? Est-ce qu'il y a un modèle, une matrice de contrat ou de conditions générales de vente à suivre, par exemple? Moi, je sais que mes conditions générales de vente, je les ai rédigées en puisant un petit peu dans plusieurs exemples, mais après la tournure des phrases et cetera, c'est ma façon d'avoir rédigé et autres. Alors oui, c'est valable, hein, c'est valable. Après moi, je conseille toujours quand même de faire checker ça à un avocat, parce que, le jour où on a un souci et que enfin, voilà, un des points sur les CGV est mal rédigé ou on se fait pas bien comprendre et on peut être vraiment embêté.
Moi, j'ai l'exemple de clientes qui avaient fait un contrat pas forcément, valide et qui maintenant sont embêtées. Donc, c'est vrai que je conseille toujours, au moins une petite vérification, avec un avocat, ouais, c'est pas mal. Mais bon, je sais que c'est un coût, mais je me dis que c'est aussi ça fait partie aussi de l'investissement pour plus tard ne pas être, embêté. Après, c'est quelque chose qu'on fait effectivement une fois, mais qui va durer très longtemps, hein, si la matrice du contrat est validée par un avocat ou CCGV, ben, on n'a plus à les modifier ensuite, donc Exactement. ça Ouais, ouais, perdure, voilà, tout à fait. C'est vraiment un investissement. Ça va durer plusieurs années et En parlant un petit peu de planning, en tant que gestionnaire d'entreprise, qu'est-ce qu'il faut, regarder chaque jour? Est-ce qu'il y a, les dates clés justement sur les déclarations et cetera? Est-ce qu'on peut avoir une petite visibilité sur ça? oui, alors, ça, c'est pareil, ça va encore dépendre un peu de ton statut. Parce qu'effectivement, si tu es en société, alors il faut savoir que faire appel à un expert comptable, c'est jamais obligatoire. Tu peux très bien décider de faire tes comptes annuels toi-même, toute seule. Après, c'est un métier selon moi quand même. C'est quand même, de longues études et tout ça. Donc je conseille évidemment de passer par un expert comptable, ne serait-ce que pour le fait d'avoir un logiciel agréé et cetera. Si tu es en société, si tu veux, si tu as un expert comptable du coup, c'est lui qui va te guider dans les deadlines à respecter. Qui tu peux très bien lui demander, par exemple, en début de contrat avec lui, qui te donne un peu toutes les deadlines, qu'il va y avoir, même si c'est lui qui s'en occupe. Mais au moins, toi, tu es au courant de, bah, tiens, la déclaration de TVA, elle est à faire, tant, machin. Si on est en micro-entreprise, c'est pas mal de se mettre, par exemple, des rappels, tous les mois, si on est au mensuel ou tous les trimestres, de, bah, tiens, attention, bien faire la déclaration à l'URSSAF, par exemple. Voilà, ça, il faut vraiment moi, j'adore fonctionner en rappel sur mon planning, sur mon calendrier. Surtout, bah, si on est en société ou en entreprise individuelle, de pas oublier de faire son bilan, ou ses déclarations de TVA et puis en micro-entreprise, de déclarer son chiffre d'affaires encaissé. Quels sont les chiffres de base à savoir interpréter et à connaître pour, savoir si l'activité est en bonne santé? Alors, c'est une très bonne question. Selon moi, ce qu'il faut vraiment connaître, c'est le seuil de rentabilité. En fait, le seuil de rentabilité, c'est, le chiffre d'affaires qu'on va devoir réaliser pour couvrir toutes nos charges. Donc en gros, une fois qu'on a atteint ce seuil de ce chiffre d'affaires, pardon, minimum, tout le chiffre d'affaires qu'on va faire, en plus, ce sera du bonus. Mais au moins, voilà, ça permet de se mettre un objectif, de se dire: «Ben, il faut faire ce chiffre d'affaires-là pour couvrir toutes mes charges» et à partir de ce moment-là, ce sera que du plus. Donc ça, le seuil de rentabilité pour moi, c'est vraiment très important et il faut aussi, selon moi, connaître, sa marge, en fait, sur un produit ou un service. Donc la marge, de la même manière, c'est vraiment, le chiffre d'affaires moins toutes les charges, combien il reste, hem, combien il reste de bonus, on va dire. Et si on voit que le seuil de rentabilité, par exemple, est beaucoup trop élevé, ça veut dire que quelque part, il y a un truc qui va pas. Oui, qu'on peut pas l'atteindre, tu veux dire? Bah, c'est ça. En fait, le seuil de rentabilité, en plus, il se calcule soit en chiffre d'affaires, soit en nombre de jours de l'année. Donc, par exemple, en fait, tu transformes ton chiffre d'affaires que tu dois faire en nombre de jours. Et du coup, imaginons que tu atteins ton seuil de rentabilité au bout de 300 jours. Ça veut dire qu'il te faut 300 jours dans l'année pour réaliser ce chiffre d'affaires-là. Donc ça peut être, assez anxiogène parce que ça veut dire qu'il faut, tu as beaucoup, beaucoup de chiffre d'affaires à faire, pour être rentable. Oui, effectivement et qu'il te reste 65 jours pour faire du bonus, c'est Ouais, pas du tout c'est ça, la bonne proportion, quoi. c'est ça, Ouais, exactement. Donc OK. ça, selon moi, c'est très intéressant à connaître son seuil de rentabilité et en plus, ça permet de se donner l'objectif aussi de faire, ce chiffre d'affaires-là, minimum. Donc voilà, c'est pas mal. Est-ce qu'un expert comptable peut nous aider en cours d'activité à, déterminer la solvabilité, d'un nouveau projet de développement, d'un agrandissement, de potentiels travaux et cetera? Oui, bien sûr, c'est même, une de notre, raison d'être, j'ai envie de te dire. C'est même une de nos valeurs ajoutées à mon avis. C'est qu'en fait, comme on suit votre compta,
la compta des sociétés. Du coup, on est vraiment à même de dire régulièrement, soit: «Tiens, attention là, tu as une petite baisse» ou au contraire: «Là, ça cartonne, tu peux peut-être faire ça, tu peux peut-être, te développer dans ça» et cetera. Voilà, Embaucher. Mmh. exactement. En fait, on est vraiment là, pour conseiller. Souvent on dit comptable, mais en fait, il y a vrai alors j'ai rien du tout contre les comptables, au contraire, mais il y a une différence entre, faire de la production un peu pure et dure. C'est souvent l'image, qu'ont les experts comptables, alors qu'en fait, un expert comptable, il est là, au contraire, pour donner beaucoup de conseils et pour aider l'entrepreneur à avancer dans ses projets, à se développer comme il le veut et cetera. Donc oui, c'est même, enfin, c'est même le rôle de l'expert comptable de voir avec toi comment tu vas, comment est la santé financière de ton entreprise et comment tu peux te développer aussi, ouais. À quel moment on fait la clôture d'un exercice comptable? Alors, la clôture, ça va se faire en fait selon alors si on est en entreprise individuelle, ça va l'exercice est clos le 31 décembre. Voilà, l'année civile, en gros, quand on est entreprise individuelle. En société, on choisit. On choisit la date de clôture. On peut très bien se dire: «Bah, tiens, moi, c'est plus cohérent, en fait, si je clôture par année scolaire», par exemple, ou autre chose. Enfin, ça dépend vraiment de l'activité que tu fais. Donc ça, c'est quelque chose qui se choisit quand on rédige justement les statuts d'une société. Est-ce qu'on peut le faire seul? Alors, tu peux le faire seul. Comme je disais, un expert comptable, c'est pas obligatoire, mais par contre, c'est tellement complexe de réaliser des comptes annuels, de faire une liasse fiscale, l'envoyer à l'administration fiscale, et cetera, sauf si tu as la compétence, mais sinon je le déconseille. C'est quelque chose qui peut être assez, anxiogène et puis très, très long. Voilà. Après, si tu en as la compétence, et cetera, bien sûr, bien sûr. Alors nous voilà déjà à la fin de cet épisode et pour conclure, j'ai pour habitude de poser la même question à tous mes invités. Donc Marion, dans quel gîte ou chambre d'hôte aimerais-tu partir le temps d'un week-end? Bah, le tien évidemment. Il faut inviter des amis, hein? Oui, alors figure-toi que, écoute, dès que c'est possible, donc je parlais de Glow Up, tout à l'heure. Glow Up, c'est vraiment une société en fait, c'est un lieu d'entrepreneuriat féminin où on fait de la formation, des événements et tout ça et justement avec, Caroline du coup qui est mon associée, on se disait qu'on a hâte de reprendre les événements pour pouvoir venir faire un événement, dans ton gîte. Ah bah, avec Parce grand que, plaisir. écoute, ce que tu publies déjà sur Instagram, c'est magnifique. Enfin, ça donne vraiment envie d'y aller. Tu es hyper dynamique et tout, vraiment c'est Merci c'est beaucoup. c'est super. Voilà. On a hâte de pouvoir reprendre cette partie-là et de venir faire nos sessions événementielles, chez toi. Ah ben, moi j'ai hâte de vous accueillir, de m'incruster du coup dans le Avec plaisir. Ben oui, mais dans de toute les façon, sessions. voilà, tu es femme entrepreneur, c'est bon, Bah oui. tu es la bienvenue. Et enfin, comment nos auditeurs peuvent-ils te contacter? Alors, bah, j'ai un compte Instagram, d'ailleurs il faudrait que je le mette un petit peu à jour, mais j'ai un compte Instagram qui s'appelle «Elle» comme la lettre, vous conseille. Sinon via les Toulousaines audacieuses, donc qui maintenant s'appellent Glow Up, vous pouvez tout à fait me contacter, via leur Insta aussi, puisque je suis, du coup associée à ce projet. Sinon sur mon site, cabinetl.fr, voilà, il y a plein de méthodes. Tu peux faire un suivi, à 100 à distance. Ah oui, oui, c'est ce que je fais souvent. En plus avec, voilà, avec le confinement et tout, évidemment, on s'est préparé à ça. Donc oui, oui, j'ai des clients, qui sont pas que à Toulouse, hein. Ouais, ouais, j'ai à Voilà, ouais. Paris beaucoup, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et j'ai vu que tu, proposes, je sais pas quel est le terme, une plateforme, comptable, un logiciel? Je sais pas quel est, le bon terme, justement pour le suivi, avoir un tableau de bord et cetera et la transmission des factures et autres? Exactement. En fait, du coup, comme je le disais, en fait, je fais vraiment, 100 digital. Et du coup, je propose à mes clients et clientes, un logiciel, en ligne qui permet, en fait, de vraiment collaborer ensemble. Moi, j'ai accès à toutes leurs activités et cetera et je mets à jour ou pas selon le choix de chacune et chacun, la compta.
Ça permet de transmettre les documents, le client ou la cliente voit directement son solde de trésorerie, peut faire des relances clients, des factures. Enfin, c'est un logiciel hyper complet et qui est en ligne, donc du coup accessible, partout où on est. Donc ça, c'est vraiment top. Et effectivement, je travaille, quasiment uniquement comme ça. Ouais. Mais c'est génial, merci beaucoup Marion. Grâce à toi, on y voit déjà beaucoup plus clair. C'était un plaisir d'échanger avec toi et je te souhaite une très belle continuation et te dis à très vite. Oui, bah, merci beaucoup Laura pour, ton invitation, ça m'a fait plaisir. J'espère avoir été claire et un peu dédramatiser cette profession qui est, qui peut être un peu, rébarbative, on va dire. Et puis, oui, à très vite, dans un événement ou voilà, au plaisir de te revoir. Génial, à bientôt. À bientôt. Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser non pas 1, ni 2, ni 3, mais 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Nous sommes impatients de vous retrouver sur les réseaux sociaux, @lesclésdugîte, pour connaître vos réactions et en discuter avec vous. Rendez-vous sur le site internet lesclésdugîte.fr pour suivre notre actualité et retrouver toutes les notes de l'épisode, et bien plus encore. À très vite!